Toi, par exemple, moi, je me suis battu 2 fois, mais grave, hein. Tout ça parce qu'une fois au cinéma, quelqu'un faisait du bruit avec du popcorn, et une autre fois parce que quelqu'un klaxonnait comme un connard. Chaque fois, je me suis levé pour distribuer des pains dans la gueule. Ça finit au poste de police. Je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Il y a un truc qui ne m'appartient pas. Il y a une prise de conscience. Truc qui m'appartient pas. Eh ben oui, j'ai été donc voir un spécialiste, un type avec lequel je collabore, qui te prend dans ses bras et qui, quelque part, sent tes cellules, sent ton énergie. Et à un moment donné, ce gars, il me dit, qu'est-ce que faisait l'un de tes grands-pères en 14-18 ? Putain, je m'attendais pas à la question. Et en même temps qu'il me dit ça, je me souviens, je n'ai pas longtemps connu cet homme, être assis sur les genoux d'un de mes grands-pères, et il me faisait sentir ces éclats d'obus sous sa peau, tu sais. Et je lui dis, mais il était dans les tranchées en 14-18. Et en même temps, le type, il fait... Et je comprends en une fraction de seconde que chaque fois qu'il y a une stridence, ça me rappelle un danger de mort, mais qui n'est pas le mien, qui appartient à ma famille. Stay Tuned TV. Aujourd'hui, on va parler de choses absolument sensationnelles. On va parler coaching, on va parler développement personnel, on va parler de Rafael Nadal, on va parler de la vie, de la mort, on va surtout parler du lâcher-prise, on va parler du bonheur. On va parler en fait d'une chose fondamentale que vous avez oubliée, c'est que pour chacune et chacun d'entre vous, c'est vous qui êtes la personne la plus importante au monde. Alors bienvenue dans ce podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec un nouvel invité, Monsieur Christophe Bourgois-Constantini. Comment vas-tu ? Très bien, Olivier. Écoute, ça me fait plaisir de te recevoir sur Stay Tuned, nouvelle émission. Je t'avais vu sur France Info. Tu parlais de coaching, ça m'avait interpellé. Surtout qu'il y avait un bouquin, les 100 exercices de coaching, d'auto-coaching. Et ça m'avait interpellé parce que je m'intéresse à tout ce qui est développement personnel, travail sur soi-même. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'interviewer. Donc tu étais ingénieur à Grenoble, en agronomie. Tu es coach de vie. Tu as été formé à HEC. Tu accompagnes des personnalités des mondes de l'entreprise, du sport, de la politique et plus. Et des gens moins connus. Et des gens moins connus. Et tu, voilà, comme je disais tout à l'heure, tu as sorti ce bouquin, les 100 exercices d'auto-coaching. Moi, la première question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est que moi, j'entends beaucoup parler de coach de vie, à droite, à gauche, et j'ai l'impression que ce terme, il est un peu galvaudé, usé, malmené. C'est quoi un coach de vie et que penses-tu de cette réflexion ? Le terme est totalement galvaudé. D'ailleurs, quand tu écoutes à la télévision, les journalistes vont dire « j'ai coaché machin à telle minute », etc. C'est pas ça le coaching. Le coaching, c'est comme dans tout ce que tu fais. Il y a des bons médecins, des mauvais médecins. Soit tu incarnes ce métier-là, soit tu fais n'importe quoi. Et on assiste à quoi ? On assiste à la fois à une génération de jeunes qui se disent coach, mais pour être un vrai coach de vie, il faut avoir souffert soi-même. Il faut avoir appris à surmonter ses propres blessures. Dans mon cas précis, il y a 30 ans, j'ai fait une dépression. C'est ça qui m'a amené sur ce chemin-là. J'ai viré cette espèce de masque extérieur pour comprendre qui j'étais moi-même, être sur ce fameux chemin. Tu as ceux qui se font virer dans les boîtes et qui s'improvisent coach aussi, et qui viennent avec des recettes toutes faites. Le coaching, c'est un art. Le coaching de vie, si tu veux, c'est pas « je viens avec des recettes, je vais t'aider ». Le coaching de vie, c'est tu viens avec une problématique, tu l'exposes, et au cours de séances, dans le temps, c'est pas une assurance vie, hein. Au bout de 10 séances, c'est réglé, contrairement à beaucoup de psychologues et qui te font durer les choses parce que chaque fois, ils gagnent du pognon, ou certains coachs. Et en 10 séances, moi, mon engagement, en écoutant la personne, c'est de lui faire comprendre qui elle est vraiment. De virer un peu tous ces masques, de comprendre ce qui la meut profondément. Et c'est véritablement un art. Parce que à mes yeux, c'est une démarche très holistique.
Ça va s'appuyer sur la musique, ça va s'appuyer sur la nature, ça va s'appuyer sur la transgénérationnalité, ça va s'appuyer sur l'influence des prénoms, l'influence des dates de naissance, sur la manière de respirer, sur comment s'est comporté ton grand-père, ton arrière-grand-père, voire même de la peuplade de laquelle tu es issu, voire même jusqu'à Homo sapiens sapiens. C'est ça qui est passionnant. Parce qu'en fait, au départ, chaque personne a la réponse. Et mon rôle, c'est comme ça que je l'envisage, et c'est comme ça que devraient faire tous les coachs, c'est d'aider cette personne à comprendre par elle-même. Parce que quand tu comprends par toi-même, c'est beaucoup plus fort que si on te l'apprend de l'extérieur. Il faut fuir les recettes toutes faites. Ça ne fonctionne pas. C'est à la recette de s'adapter à l'individu, jamais l'inverse. C'est ça le vrai coaching. Et la souffrance, elle est nécessaire pour changer, basculer, qu'il y ait une prise de conscience. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il faut justement un élément perturbateur pour bouger. Il y a un très beau proverbe Maasai qui dit « il faut souffrir pour grandir ». C'est un peu ça la vie. La vie, si tu veux, c'est une succession de malheurs, de bonheurs, et quand tu as le malheur, il faut apprendre à l'accueillir, et quand tu as le bonheur, il faut l'apprendre à l'engrammer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les émotions négatives, c'est comme du velcro, elles s'accrochent. Les émotions positives, c'est comme du téflon, elles glissent. Parce que dans un processus d'évolution, on ne retient que les mauvaises nouvelles. Si tu t'es brûlé à l'âge de 5 ans sur une plaque, tu l'oublieras jamais. Par contre, le bonheur que tu avais à ce moment-là, il est fugace, parce qu'on a du mal à garder le bonheur. Et c'est un des exercices d'ailleurs que j'apprends à mes coachés, que s'ils le veulent et si on le sent, c'est engrammer le bonheur. Voilà, tu dis, miam, qu'est-ce que c'est bon, là je suis en train de faire une interview, il fait beau, il y a des arbres, dans une architecture haussmannienne, le ciel est bleu, il n'y a pas encore trop de monde à Paris, miam, miam, comme c'est bon, comme c'est bon, comme c'est bon. Mais oui, il faut souffrir pour grandir, parce que c'est un chemin. C'est un chemin, déjà il faut comprendre quel est le chemin, et ensuite il faut aller dessus, cheminer dessus, et tu te casses la gueule, et tu reviens. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est comme si l'univers se disait, ce gars-là ou cette fille-là, elle cherche à comprendre qui elle est vraiment, ok, je vais lui envoyer des petites baffes dans la gueule, et je vais voir comment elle va réagir. Donc il y a ceux qui se prennent les baffes, et là l'univers il dit, cela il m'intéresse pas. Par contre, il y a quelqu'un qui va faire « Ah, je vais essayer de comprendre pourquoi ça me fait mal. » Et l'univers va te tester toute ta vie pour t'encourager à progresser là-dessus. L'univers, pour toi, c'est quoi? C'est la vie? L'univers, Dieu, la vie, voilà. Nous sommes des électrons connectés à un univers et l'univers sait reconnaître d'une certaine manière. Les gens disent j'ai pas eu de bol ou j'ai de la chance et tout, mais ça n'a rien à voir. Tout ça sont des données cartésiennes pour essayer d'expliquer l'inexplicable. La chance, ça se provoque. Je dégage du positif, je vais recevoir du positif. Je fais la gueule, je vais m'en prendre plein la gueule. Donc à un moment donné, il faut comprendre ça. Il n'y a jamais de hasard dans la vie, il n'y a jamais de hasard dans les rencontres. Chaque rencontre, il faut les aborder en se disant qu'est-ce que l'univers m'envoie aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois comprendre de la personne qui est assise à côté de moi, où même mon pire ennemi devient un allié? Quand tu raisonnes comme ça, mais tu dors très bien et je pense que tu vis vieux. Et heureux. Et heureux. Très souvent, il y a cette réflexion-là, maintenant, une sorte de vague. Ouais, faut prendre soin de soi, faut faire son introspection, faut comprendre ses souffrances. Et j'ai l'impression que ça, c'est ce revirement sur soi-même. J'ai l'impression que à force de trop l'entendre, ça devient négatif. Mais bien sûr, c'est une tarte à la crème. Encore une fois, tu vois arriver des milliers de coachs qui font des écoles, bon, que je respecte, mais ça, moi, je vais te dire, tu as dit que j'avais fait HEC, d'ailleurs, tu vois, j'ai mis le t-shirt. Ah non, c'est celui de Saint-Barth. Bon, j'ai fait HEC, mais de quoi je me sers, en fait, quand je coach des gens, que ce soit des champions ou des politiques, ou encore une fois, des gens inconnus. Mais je me sers de 10% de ce que j'ai appris à HEC. Moi, en fait, comment je coach les gens? Je les coach par aujourd'hui 64 années de vie
qui m'ont amené en Afrique, qui m'ont amené en Nouvelle-Zélande, qui m'ont amené à faire du saxophone, qui m'ont amené à discuter avec l'animisme que je ne connaissais pas, qui m'ont donné un regard. Le fait d'être ingénieur agro tu le rappelais tout à l'heure, et l'irrigation m'a réappris le temps long et pas l'immédiateté des choses, et ce que François Julien, le sinologue philosophe, appelle l'antre, c'est-à-dire que les choses se font mais on ne les voit pas. Toi, on voit pas une plante pousser. Tout ça, toutes ces prises de distance, si tu veux, sont des choses essentielles dans un coaching. Moi, je balaye très très large, si tu veux. C'est pour ça que j'arrive à aider les gens et que les gens arrivent à se prendre en main. Parce qu'encore une fois, c'est pas une méthode. C'est à la méthode de s'adapter à l'individu. Je détecte les personnes qui savent respirer ou pas, les personnes qui avaient peut-être même un frère jumeau ou une jumelle dans le ventre de leur propre maman et qui en font pour deux. Je détecte les femmes qui sont un peu masculines parce que le père voulait absolument un garçon et qui souffrent de ça. Je détecte toutes ces choses très différentes, à la fois transgénérationnelles, dans leur personnalité, etc. Et je leur permets de redécouvrir non pas leur moi, mais leur je, J-E. C'est ça qui est fondamental. Donc effectivement, il y a plein de recettes, il y a plein de coaching, c'est très galvaudé. Le mot bienveillance, c'est un mot valise. Mais parce que on l'utilise à tort et à travers, bienveillance. Mais parce qu'au XXIe siècle, on s'intéresse de moins en moins à la richesse de la langue française, qui dérive des latins et des grecs et qui ont inventé ce développement personnel, l'empathie. Voilà, l'empathie, c'est essentiel de comprendre. Qu'est-ce que l'empathie ? C'est quoi une personne empathique? C'est pas une personne qui va aider l'autre, ça c'est une personne qui fait de la compassion. L'empathie, c'est, tu vas me parler d'un problème, ça va forcément venir secouer des choses chez moi par rapport à ma bande passante, mais je dois surtout pas réagir. Je dois surtout pas te donner de conseils. Je dois accueillir tout ce que tu vas me dire et tout faire de telle manière qu'en parlant, tu vas comprendre par toi-même ce qui va pas. C'est ça la vraie empathie. C'est pas de te prendre dans les bras, de dire bah viens, pleure un bon coup Olivier, puis fais ci, puis prends 3 cachets par jour, et puis fais ça machin. Non, ça c'est de la compassion, c'est du mentoring et c'est de la manipulation in fine. Et le coaching c'est quoi? C'est justement que les gens se sentent libres ensuite. Moi, mon rôle, c'est de les mettre sur le chemin. Alors, de temps en temps, il y a un peu de fine-tuning, tu vois. Mardi, j'ai un coaché avec lequel on a arrêté il y a 6 mois qui revient parce que il y a un affre qui revient. Toi, l'univers lui renvoie un truc. On va retravailler. Donc, de temps en temps, je les suis ou je suis mes champions. Ça, je les suis au quotidien, tu vois. J'ai coaché un champion de tennis, j'ai coaché un champion dans ski. Avant les compétitions, ils m'appellent tout le temps, ces gens-là, tu vois. Là, je suis disponible. Mais en règle générale, le coaching, c'est tous les 15 jours, une séance d'1 heure, en présentiel ou en visio. Et au bout de 10 à 12 séances, c'est plié. Voilà. Les gens se réinventent. Moi, j'ai 50% des gens que je coach qui changent de métier. Et j'ai beaucoup de femmes. Parce que les femmes ont cette sensibilité, tu vois, les femmes, elles prennent sur elles se disent, si mon couple va pas bien, c'est forcément de ma faute, ou si machin, c'est forcément de ma faute, etc., etc. Mais pas du tout. Les hommes, en fait, malheureusement, beaucoup sont des couards. Ils vont pas chercher leur chromosome X, le chromosome féminin, de l'accueil, de l'écoute d'eux-mêmes, etc. Ils sont totalement testostéronés, dans la logique du padré qu'on est là, voilà, qui est en bout de table, etc. Non. Il faut s'ouvrir, il faut aider les gens à s'ouvrir. Est-ce que dans ce bouquin, il y a les bases, justement tu parlais de se réinventer, est-ce qu'il y a les bases pour se réinventer? Moi ce bouquin, je vais te dire pourquoi je l'ai fait, c'est parce que après 10 ans de coaching, je me suis donc rendu compte que tous mes coachés allaient super bien. Je me suis rendu compte que j'utilisais quelques exercices qu'on m'avait appris à HEC. Je me suis rendu compte que j'utilisais des exercices que même mon cuisinier à bout à Bamako m'avait appris. Et que j'avais inventé également, que j'avais perçu en faisant de la musique, en écrivant des polars, en rencontrant des gens, des paysans. Mon meilleur ami est un berger corse. Quand tu l'écoutes parler et que tu le vois agir, tu te dis, mais waouh, ça c'est juste un exercice formidable à faire. Et puis j'ai fait un tour du monde. J'étais en Nouvelle-Zélande, j'étais à Singapour, j'étais au Brésil, j'ai été en Finlande, j'étais à Copenhague, j'étais au Vietnam, j'étais un peu partout, j'étais en Thaïlande, et à chaque fois, je me suis rendu compte que les gens faisaient des choses très simples pour aller bien. Alors quand tu regardes les magazines de Elle, de machin, c'est prenez-vous en main, lâchez prise. Ah oui, on fait comment les gars? Donc moi, j'ai vraiment voulu prendre
et sélectionner des exercices à la fois qui viennent des meilleures écoles, comme Harvard, comme HEC, comme des écoles à Palo Alto, comme en Nouvelle-Zélande, etc. J'ai voulu prendre des exercices qu'effectuaient des champions, comme Rafael Nadal, comme, prenons Daniel Day-Lewis, comme Mark Wahlberg, comme, voilà. Ces gars-là, ils font des choses très, très, très simples, en fait. Et j'y ai mis aussi les exercices sur lesquels j'avais improvisé pour que mes coachés aillent mieux. Et pour moi, à mes yeux, mais j'ai le droit de le revendiquer, et d'ailleurs le livre marche très très bien, ce sont les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching, parce que je veux justement que les gens puissent se prendre en main, mais pas n'importe comment. Pas avec un gourou, pas avec quelqu'un qui va t'entraîner dans une forme de dépendance, etc. Et il y a des choses très simples à faire. J'ai voulu des exercices rapides, qui durent 2 minutes, ou 3 minutes, ou 5 minutes, que tu peux faire n'importe où, t'as pas besoin d'argent, et c'est tout simple. Toi. Se faire des bisous tous les soirs avant de s'endormir devant un miroir, les gens vont dire, mais il est barré ce mec. Mais c'est juste génial. Et ça marche. Et ça marche. Je te cite, nous nous trouvons trop souvent des activités ou des vies que nos parents rêvaient pour nous. Et ça, c'est ce que tu rencontres auprès de tes coachés? Ah mais souvent, tout le temps. Bah, le père a dit, le père était dentiste, donc tu vas être dentiste. Le père n'a pas pu faire dentiste, il va dire, bah, mon fils, tu vas faire dentiste. Et on observe quoi, en fait, si je résume globalement? On a des lignées d'enfants qui soit font ce que veulent les parents, soit carrément font l'inverse. Ok? Donc ils vont devenir, par exemple, artistes dans une famille très cartésienne. Mais quand tu fais l'inverse, t'es sur le même axe. Donc ça colle pas. Donc moi, mon rôle, quand je rencontre ces gens, c'est qu'ils comprennent quelle est leur voie tierce entre ces deux voies-là, quelle est leur propre voie. Parce que, encore une fois, on est sur des modèles où là là, si t'es ingénieur, d'abord, tu vas nous élever socialement, parce que je vais pouvoir dire que mon fils est ingénieur, tu vas gagner de l'argent, donc tu vas être heureux. Mais pas du tout. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est d'être en accordance avec ce pourquoi tu es fait. C'est tout simple, quoi. Moi, je m'entends très très bien avec Claude Lelouch. Un jour, il a dit une phrase excellente. Il a dit, j'ai jamais vu un extrême heureux, ni un très riche, ni un très pauvre. Il faut être dans la moyenne, comme nos bilans sanguins. Toi, il faut être dans la moyenne. Il faut pas chercher à, voilà. Et ça, c'est un des éléments constitutifs du lâcher prise. D'ailleurs, tu évoques le mot drivers de l'enfance. C'est quoi un drivers? C'est un driver, c'est ce que tu mettais en place quand tu te faisais chier, tu vois, que l'école t'emmerdait ou tes parents t'emmerdaient. Dans ton coin, tu t'inventais un jeu, tu t'inventais une activité, etc. Et ça te rendait hyper heureux, sauf que tu l'as oublié parce que elle n'était pas notée à l'école, cette activité. Et moi, quand les gens viennent me voir à 40 ans ou à 50 ans ou à 25 ans en se cherchant, je leur dis d'abord, mais qu'est-ce qui vous rendait heureux, enfant? Et là, je vais te citer un cas. Il y a une femme qui arrive, elle peut pas divorcer parce que elle a pas travaillé, elle s'est occupée de son fils, son mari lui fout une pression de dingue, elle sait pas comment faire, etc. Au bout de quelques séances, j'arrive à lui faire revivre que quand elle était enfant dans le jardin de sa grand-mère, elle adorait faire de la cuisine avec des mottes de terre, avec des plantes, avec du thym. Et elle me disait, j'avais tout un tas de copines autour de moi. Et quand elle raconte cette histoire, je sens qu'on tient quelque chose de très important. Elle est partie faire un CAP de cuisine, elle a fini première, elle a gagné une bourse, elle a emprunté à la banque, elle a monté son restaurant, elle s'éclate et elle a pu divorcer. Et je peux te citer 10 000 cas comme ça. 10 000 cas. Quand on était enfant, on n'était pas pollué par tout ce système, tout ce truc, les pensées parentales, etc. Et on avait découvert ce qui nous rendait profondément heureux. C'est l'école qui nous a fait oublier ça. Parce que c'est toute la base, si tu veux, de mon coaching, entre autres, puisque tu as eu la gentillesse de te renseigner sur moi, tu sais que je suis porteur d'un concept que j'adore, qui est pas de moi d'ailleurs, hein, qui est d'Harvard, d'un professeur très connu, qui sont le principe des intelligences multiples. Et on vient au monde avec 10 intelligences, c'est prouvé scientifiquement. Sauf qu'il y en a 2 qu'on prend en compte à l'école, parce qu'elles sont quantifiables. Les lettres et les maths, dominants. Mais les 8 autres, elles sont qualitatives et pas quantitatives. Et c'est ça qui change tout. Si tu vas t'approcher de ça, tu vas... Il y avait un humoriste très célèbre, t'es trop jeune pour l'avoir connu, qui était belge, il s'appelait Raymond DeVos. Si, je connais. Et il disait, à quoi ça sert de prouver qu'on est quelqu'un alors qu'on est plusieurs?
C'est un peu ça l'idée. Je suis pas si jeune que ça finalement. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de s'appuyer, et je l'ai vu avec mes champions, avec les personnalités politiques que je coach, ou avec d'autres, des jeunes et des moins jeunes et des gens moins connus. En fait, dès qu'ils vont s'appuyer sur d'autres compétences, ça change tout. Tu évoques aussi l'aspect, tu l'as évoqué tout à l'heure, le transgénérationnel. C'est un point important. Tu l'évoques bien dans ton bouquin au début. C'est quoi le transgénérationnel ? En fait, on reçoit depuis très longtemps, depuis des milliers d'années, l'influence génétique de nos parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents. C'est dans les gènes. Cellules. Cellules. Ouais. La mémoire de l'eau, de tout ce que tu veux. Même la mémoire quantique. Ouais. Là-dedans, il y a des bonnes choses. Et puis, il y a des cadavres dans le placard. Okay. Et tu hérites de ces cadavres dans le placard alors que tu y es pour rien, quoi. T'as pas choisi ça. Hein. C'est dans la mémoire des choses. Et tu te trimbales ça et tu le refiles comme une patate chaude aux autres, à tes enfants, etc., etc. Et c'est vachement important de comprendre ça. Il y a un village aux États-Unis qui s'appelle Roseto, dans le Minnesota, je crois. Ben, peu importe. Ils sont 1100 à 1200 personnes. Figure-toi que là-bas, ils meurent autour de la centaine et en bonne santé. Jamais aucun problème cardiaque. Donc les mecs d'Harvard y vont en se disant, voilà, on va leur pomper du sang, certainement qu'ils bouffent pas de McDo et qu'ils boivent que de l'eau minérale et des graines. Pas du tout, les mecs, c'est des gros buveurs, des gros fétins, etc. Les toubibs ne trouvent pas. Il y a une jeune sociologue qui passe, qui entend parler du cas Roseto. Et elle y va, et à peine arrivée, on lui dit, madame, vous avez fait bonne route, vous voulez venir boire un café, vous voulez vous laver les mains. Et elle rentre dans ces maisons, et elle voit qu'il y a la famille, le père, le grand-père, tout le monde est uni, etc. Et elle se rend compte que c'est un village où tout le monde est sympa, où il y a de l'empathie partout. Et elle en déduit que l'empathie, ça soigne les problèmes cardiaques, et on vit vieux. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va remonter en Italie au village d'origine, qui s'appelle Roseto Valforte, où je suis allé, entre Milan et Turin. Même chose. Depuis des siècles et des générations, ils meurent à 100 ans, ils n'ont pas de problème cardiaque. Donc, je pourrais te citer l'inverse. Les Calabrés, des villages où tout le monde s'entretue, bah, t'as qu'à voir la Corse, t'as qu'à voir Naples, etc. Voilà, parce que c'était le code de l'honneur qui date du temps où on était berger, machin, etc. Donc, les affres négatives se transmettent comme les affres positives. Eh bien, c'est là qu'il faut aider les gens à faire le tri là-dedans. Et à dire aux ancêtres, pardonnez-moi pour ce geste un peu vulgaire, ça ne passera pas par moi, vos conneries, là. C'est fini. Toi, par exemple, moi, je me suis battu 2 fois. Mais grave, hein. Tout ça parce qu'une fois au cinéma, quelqu'un faisait du bruit avec du popcorn, et une autre fois parce que quelqu'un klaxonnait comme un connard. Chaque fois, je me suis levé pour distribuer des pains dans la gueule. Ça finit au poste de police. Je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Il y a un truc qui ne m'appartient pas. Il y a une prise de conscience. Truc qui m'appartient pas. Et ben oui, j'ai été donc voir un spécialiste, un type avec lequel je collabore, qui te prend dans ses bras et qui quelque part sent tes cellules, sent ton énergie. Et à un moment donné, ce gars, il me dit, qu'est-ce que faisait l'un de tes grands-pères en 14-18 ? Putain, je m'attendais pas à la question. Et en même temps qu'il me dit ça, je me souviens, j'ai pas longtemps connu cet homme, être assis sur les genoux d'un de mes grands-pères, et il me faisait sentir ses éclats d'obus sous sa peau, tu sais. Et je lui dis, mais il était dans les tranchées en 14-18. Et en même temps, le type, il fait... Et je comprends en une fraction de seconde que chaque fois qu'il y a une stridence, ça me rappelle un danger de mort, mais qui n'est pas le mien, qui appartient à ma famille. Et en une fraction de seconde, j'ai été guéri de ça. Et je me suis plus jamais battu. Et tu peux maintenant faire du bruit à côté, j'en ai plus rien à foutre. C'est un des exemples, comme des milliers d'exemples que je pourrais te donner. Tu vois, c'est ça aussi la transgénérationnalité. C'est pas simplement quelque chose que tu as dans le physique, c'est dans toute l'histoire. Pendant la Covid, j'ai eu plein de gens qui m'ont appelé et que j'ai traité. Quel était leur point commun ? Soit ils avaient été internes très jeunes, soit ils avaient connu la guerre d'Algérie. Le Covid, c'était le félaga, parce qu'ils étaient enfermés. La peur, la mort rôdait dehors. Et ils avaient beau avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans, à l'époque,
Cette blessure est venue se réveiller, mais c'était une blessure également très lointaine. Et il faut guérir ces blessures, sinon tu les files à tes enfants. Tu leur rends pas service. C'est pour ça que je te dis, moi, ma phrase, c'est « ça ne passera plus par moi ». Je vous le signale. Les bonnes choses, oui, mais le reste, non. La généalogie, c'est dans le même registre finalement? Bien sûr, ouais. L'influence des prénoms, des gens qui ont été assassinés, des gens qui se sont pendus, des gens qui se sont suicidés, tout ça c'est une énergie que tu portes. Tu sais, les plusieurs prénoms, Pierre, Jean, René, ben, en règle générale, tu en as toujours un qui a tourné un peu mal ou à qui il est arrivé des trucs, et ça tu le portes. Okay. C'est plus fort que tout. Ok. Donc il y a aussi une analyse justement de l'arbre généalogique. Mais ça va jusqu'à la date de conception, ta date de conception, qui n'est pas ta naissance. C'est énorme. On est en train de découvrir tout un tas de choses, si tu veux, notamment ce qui s'appelle le microchimérisme, qui est un truc génial. Le microchimérisme, c'est qu'en fait, et ça c'est tout ce que je te dis est scientifique depuis le début, hein, parce que je suis quand même ingénieur et je veux pas raconter n'importe quoi à tes auditeurs. Le microchimérisme, c'est quoi? On est en train de se rendre compte que lorsqu'on était dans le ventre de nos mamans, à hauteur de 9,7% des cas, il y avait un autre bébé à côté de nous. Une chimère, qui a survécu 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais qui, avant de mourir, a transmis son ADN, comme dans un jeu désespéré de survie. Et donc, tu as des gens maintenant qui font des tests ADN avec un cheveu, et puis avec de la salive, c'est pas le même ADN. On est en train de se rendre compte que le placenta, c'est plus du tout une poche fermée, qu'il y avait tout un tas d'échanges avec nos mamans, surtout entre les hommes et les mamans, et pas simplement par le cordon ombilical. Et si tu veux, toutes ces choses-là, comment te dire, les Africains, les Hindous, les Amérindiens, ils le savent, ça, ils le sentent. Tu sais, dans toutes ces coutumes, leurs rituels, etc. Nous, on a oublié tout ça. À part des paysans, à part des éleveurs, à part des gens qui sont très connectés à la vraie vie, à la nature. Ouais, la nature, ouais. En off, tout à l'heure, tu as évoqué un nom que je ne connais, que tout le monde connaît, en tout cas, voilà. Rafael Nadal. Tu as eu l'occasion de travailler avec lui? Oui. Ok. Dans quelles circonstances? Comment ça s'est fait? Ça, c'est un peu secret. Ah, bon, on est dans le secret des dieux, là. Non, mais parce que, si tu veux, on a une déontologie dans les coachings. Ouais. C'est qu'à chaque fois, on doit être totalement dans l'empathie et surtout dans la confidence la plus totale. Okay. Je coach actuellement une ministre, je ne donnerai jamais son nom. Okay. Okay, sauf si, un jour dans un livre, tous les gens que j'ai cités m'ont donné leur autorisation, mais jusqu'à un certain point. Okay. Rafa, ce qui a été très important, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, je pressens qu'il ne regarde pas la balle. Et je le lui dis. Ah. Alors que... Désolé, je te coupe parce que tu me dis Rafa ne regarde pas la balle. Dans quel cadre tu l'observes? Je le sens. Je le sens. Okay. Et dans toutes les écoles de tennis, on va dire regarde la balle, regarde la balle. Sauf que c'est une connerie parce que la balle, elle va plus vite que l'œil. C'est pas l'œil qui voit la balle, c'est ton cerveau parce que ça va très très vite et l'œil ne peut pas capter ça. Sauf que Rafa, il se souvient tout d'un coup que Tony Nadal lui avait dit effectivement depuis l'âge de 10 ans écoute la balle. Donc, on passe d'une précision de 160 degrés, ridicule, à une précision de 360 degrés, stéréophonique. Donc, Rafa, il centre toujours parfaitement la balle. Kylian Mbappé, 3 ans de flûte traversière. Donc, lui aussi, quand il frappe la balle, le son, c'est fondamental. Et pour finir sur l'histoire avec Rafa, on découvre que son grand-père était violoniste. La note juste. La frappe juste. Même chose que chez Kylian. Est-ce que tu sais pourquoi on chante des berceuses aux enfants pour les endormir? Que ton fils, j'aurais pu l'endormir moi, même si on n'a aucun lien de parenté. Pourquoi? Le son de la voix? Parce que quand on était Homo sapiens sapiens, il y a des milliers d'années, tu sais, on était dans des petits groupes, maximum de 60, ça, un anthropologue s'appelle Dunbar l'a prouvé, et on migrait dans un univers extrêmement dangereux. Les lions faisaient 25% de taille en plus, il y avait des carnivores, on se bouffait entre nous, c'était vraiment très 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 dur. Et on avait pour habitude de se réfugier dans une grotte pour dormir. Ok? Et on mettait un guetteur devant, pour qu'il chante toute la nuit pour éloigner le danger.
Tant qu'il chantait, on pouvait s'endormir en paix. C'est cet héritage-là. Toi, tu me parlais de transgénérationnalité. Ça, plus le fait qu'on avait inventé le feu, ce qui nous a permis de digérer beaucoup mieux les aliments, donc toute l'énergie est remontée vers le développement du cortex préfrontal pour faire ce que nous sommes devenus, ça plus le sommeil, c'est ce qui nous a distingués totalement des animaux. C'est ça qui a fait développer notre néocortex, notre limbique et notre instinct de survie et notre cerveau reptilien. Qu'est-ce qui te frappe, par exemple, sur Rafael Nadal et Djokovic? Les deux, ils font des choses incroyables que les autres ne font pas. Mais c'est quoi la valeur ajoutée? Mais la valeur ajoutée, c'est tu prends Djoko. Djoko, il fait des bains glacés. Pourquoi il fait des bains glacés, Djoko? Parce que, en fait, je reviens au fait que nous étions Homo sapiens sapiens, on se trimballait dans le froid. Ok? T'allais pas chez aux Galeries Lafayette t'acheter un manteau. Et pourtant, on résistait. Pourquoi résistait-on? Parce qu'au fond de nos tissus, là, à l'intérieur, très enfouis, tout était réveillé pour résister au froid. Mais depuis maintenant des centaines d'années, on se couvre. Donc l'intérieur, là, existe toujours, mais sauf qu'il dort, il est totalement foutu, enfin, il sert plus à rien. Si tu viens le réveiller, ça, tu l'endurcis. C'est exactement ce qu'a prouvé un type qui s'appelle Wim Hof. Wim Hof, on lui a inoculé des virus, machin, il prenait tous les jours des bains glacés, il n'a jamais été malade. Donc, à quoi ça sert de faire de la méditation, d'arrêter d'écouter des mauvaises nouvelles à la télé, ou de faire du pep talk comme il le fait Djoko lorsque il sort du cours et qu'il va aux toilettes pour se parler devant un miroir ou faire des bains glacés? Eh bien, tout ça contribue à le mettre dans une posture de lâcher prise et de concentration extrême à la fois. Et crois-moi, on lui a pas dit plie tes genoux, regarde la balle. Hein. Même chose pour Rafa. Rafa, avec le coup droit qu'il a, il aurait jamais réussi en France, parce qu'on lui aurait dit, mais non, il faut finir, tu sais, très cartésien, très stylistique, faut finir derrière l'épaule, etc. Donc, c'est pour ça que je me suis mis dans le sport aussi, et que j'aime bien aider les jeunes, parce qu'en fait, on leur dit n'importe quoi. Mais d'ailleurs, ton lien avec le sport, il est arrivé comment? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important pour toi. Ce qui est important pour moi, c'est que j'ai toujours estimé que, tu sais, dans mon premier livre, Vous êtes 10 fois plus intelligent que vous l'imaginez, j'ai interviewé plus de 650 champions. Ce que j'appelle champions, ce sont des gens comme Thierry Marx, François Pinault, Fabien Galtier, Fabrice Santoro, Rafa et d'autres. Et puis, j'ai screené aussi la vie d'Ayrton Senna, de tous ces gens-là. Et ces gens-là, ils ont tous réussi parce qu'ils ont développé une compétence qui était très éloignée de leur cœur de métier. Très éloignée de leur cœur de métier. Et en fait, sans le savoir, ils s'appuient tout le temps sur cette compétence-là. Et pas sur celle qui est visible à la télé ou dans les médias ou dans la vie. Et c'est ça qui est fondamental. J'en reviens au concept des intelligences multiples. Si tu t'appuies que sur une intelligence quantitative, ton salaire de fin de mois, mais tu es très fragile. Si tu te dis, ok, j'ai mon salaire de fin de mois, mais waouh, qu'est-ce que je prends mon pied à faire la cuisine, waouh, qu'est-ce que j'aime bien lire des livres, waouh, qu'est-ce que j'aime bien la nature, waouh, qu'est-ce que j'aime bien la musique, waouh. Eh ben, en fait, tu te nourris en te disant, mais je suis bien mieux que ce que je pense. Je suis beaucoup plus intelligent que ce que je pense. Et ça, c'est ça qui te permet de lâcher prise également. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Motivation, discipline et persévérance. Sans ça, on n'arrive pas à mettre en place ou à se mettre dans les exercices. Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que de toute manière, si tu veux, moi j'ai beaucoup de gens qui m'appellent en me disant j'ai entendu parler de vous, vous avez coaché machin, machine, donc je veux être coaché. Et moi je dis non. Je dis non, ça m'intéresse pas. Soit vous voulez vraiment changer. Mais moi, ce que je fais, c'est pas une blague. C'est pas parce que vous avez entendu parler du restaurant, vous allez... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, soit vous voulez vraiment changer, et vous changez, et là, ça fonctionne. Soit vous voulez
pas changer et c'est comme ça. Donc déjà, il y a cette motivation de départ. Il faut que tu le fasses pour toi. Pourquoi, en fait? Parce que les gens ne se rendent pas compte encore, probablement parce que les journalistes ne font pas leur job, à part quelques-uns d'entre eux. Tu as 3 motivations dans la vie. Tu as la motivation qu'on appelle 1.0, celle d'Homo sapiens sapiens. Se reproduire, se nourrir, préserver l'espèce, rester en vie. Ça, c'est le cœur qui bat, là. Okay. Et puis, au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe, on a inventé la motivation 2.0. Tu bosses bien, Olivier, je te récompense. Tu bosses pas bien, je t'en file une. Ou je t'enlève ton salaire. Ça s'appelle la carotte et le bâton. Ça s'appelle une motivation extrinsèque, c'est-à-dire qu'elle dépend d'un regard extérieur. C'est ça qui tue, moi, mes coachés. C'est ça sur lequel je veux. Et on est passé, depuis 10 ans, à ce qu'on appelle une motivation 3.0. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire, moi, Christophe, pour que tu sois heureux, Olivier? Pour que tu aies envie d'aller comprendre qui tu es. C'est que ta marque ne soit pas liée à un salaire ou à une position sociale, mais qu'elle soit liée à la recherche de ton être profond. De ce que tu es réellement. Et ça s'appelle la motivation intrinsèque. Toutes les études de sociologie aux États-Unis démontrent qu'elle est déjà en place depuis 10 ans. Là, elle est palpable, d'ailleurs chez les jeunes, dans la dernière génération. Moi, je vois mon fils qui a fait Centrale, mon aîné, il n'a rien à foutre du salaire. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on lui donne les moyens d'avoir une vie accomplie. Et c'est en train de passer, sauf que la plupart des boîtes ne s'en rendent pas compte. Moi, quand je fais des conférences et que je raconte ça, après, il y a le patron qui vient me voir et dit « Oula, vous y avez été un peu fort, etc. » Mais c'est ça le secret. Le secret, c'est que tu dois apprendre de tes collaborateurs. Bien sûr. Tu dois apprendre de tout ça. Tu dois tout faire pour qu'ils s'épanouissent et qu'ils ne changent pas de job et de boîte en permanence. Parce que ça coûte très cher pour un entrepreneur comme celui que j'ai été, à chaque fois d'avoir à recruter des gens. Bien sûr. Il faut fidéliser les gens. Mais ça, c'est en train de... J'ai l'impression que ça bouge quand même. Oui, mais encore faut-il continuer à en faire... À impulser ça, quoi. Impulser, ouais. Ah, ouais. Ah, justement, en aparté, ou dans les coulisses, en off, on a évoqué un point. Le plus important, c'est pas l'objectif, c'est le parcours. C'est la différence entre vouloir atteindre un but et viser un but. Je suis désolé, je te coupe parce que ça me fait penser à Kobe Bryant, un excellent basketteur qui est décédé il y a quelques années et qui disait effectivement le plus important et qui avait aussi un état d'esprit, la Mamba mentality, où il était assez pointilleux dans son hygiène de vie, dans ses routines, et il expliquait un point intéressant. Il disait mais le plus important, même si on se loupe, c'est le chemin que tu parcours. Et c'est pas ton objectif. Je vais te donner un autre secret avant de te répondre. Roger Federer faisait à peu près 1000 retours croisés de revers à l'entraînement. Et un jour, on lui dit, pourquoi tu fais 1000 retours de revers croisés comme ça? Et il disait, pour n'avoir jamais à m'en servir en match. Donc, les Grecs appelaient ça le skopos et le télos. Le skopos, le scope, c'est le but que tu poursuis. Le télos, c'est ce que tu es, c'est ce que nous sommes. Alors, prenons l'exemple d'un bateau. Imagine que demain, on parte au Havre et que je te dise, Olivier, on va à New York. On va remplir le bateau de vivres, d'eau, etc. On va prendre des fringues, etc. Et on décide de viser d'aller à New York. Sauf qu'au bout de 3 jours, tu vas me dire « Oh putain, Christophe, j'ai oublié qu'à Strasbourg, je devais interviewer machin, ou j'ai mes impôts à régler, ou j'ai l'anniversaire de ma maman. Il faut absolument qu'on arrive à New York avant le 20 septembre. » Là, tu changes tout. Parce que entre l'intention de départ, qui est de viser d'aller à New York, là, tu imposes un « il faut ». Et à partir du moment où tu as mis le « il faut », tu as mis le pied dans un engrenage terrible. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une projection vers le futur. Il faut, ok, dont tu n'as pas le contrôle. On peut avoir une voie d'eau, on peut croiser un bateau qui va nous couper en deux, on peut avoir à aider des réfugiés, on peut s'engueuler à bord, on peut avoir un vent contraire en permanence, donc on ne sait pas quand on va arriver. Donc effectivement, ça ne veut pas dire ne rien foutre en disant j'attends que tout se passe. C'est je vise de faire ça, je vais tout mettre en œuvre pour faire ça, mais après, Inch'Allah. On verra ce qui se passera.
Ça ne m'appartient pas. Et d'ailleurs, toutes les meilleures choses qui sont arrivées à tes auditeurs et à toi, les plus belles choses, c'est quand tu t'y attendais le moins. Mais ça, c'est insupportable pour l'ego des gens. Et quand je coach, de temps en temps, je dis à la personne, citez-moi 3 succès de votre vie, et ils ne regardent pas, je chronomètre. En règle générale, en 30 secondes, ils m'ont cité 3 succès pour lesquels ils ne sont absolument pour rien et qui sont arrivés comme ça. Mais c'est ça qui est beau, justement. Mais c'est ça qui est surprise. beau. Mais bien sûr. Ouais. Mais donc, tout ce qui est ce besoin de contrôle, le machin, etc., ça veut rien dire. C'est n'importe quoi. Je vais te donner une série de mots et instinctivement, tu me donneras ton ressenti en quelques mots, en quelques phrases. Si je te dis Afrique. Mon mur porteur. T'as vécu combien de temps en Afrique? Quel est, Phila, ça va, Nani? Je compte en Bambara, 13 ans. 13 ans. Okay. 13 ans à plein temps. Ouais. Puis après, j'allais voir mes parents de temps en temps et on a fait à peu près 17 pays. Ok. Saxophone. Ah, saxophone, c'est un outil extraordinaire, à la fois pour chercher cette motivation intrinsèque en moi et pour créer du lien. Je joue tous les dimanches au Batignolles, là, à côté de chez moi, et je pars avec 70 centimes d'euros. Et mes enfants vérifient, et je mets une petite assiette. Et je joue dans la rue comme ça, et je dois ramener à bouffer. En moyenne, je me fais 30 à 35 euros. Encore maintenant? Ouais, encore maintenant. Ah d'accord, ok. Voilà. C'est mon jeu. Ok. Sinon, on bouffe rien le dimanche midi. Et à chaque fois, je me fais 30 à 35 euros, c'est en 1 heure, et je rencontre plein de gens. Et je parle avec plein de gens. Et j'adore ça. Donc le saxophone, c'est d'abord un instrument formidable. Chaque fois que je fais un tour du monde où je pars, je l'amène avec moi. Et c'est surtout un créateur de liens exceptionnel. Humilité. Je ne l'ai pas toujours été. C'est bien évidemment la vertu à avoir. Tu es tout le temps rattrapé par ton mauvais ego. Donc là, tu le vois arriver. Quand tu as beaucoup travaillé sur toi, tu commences à le voir arriver. Donc tu te casses la gueule. Et quand tu te casses la gueule, il faut avoir le courage de se dire « Mais pourquoi je me casse la gueule là ?» Et si je demandais pardon, et si j'essayais de comprendre pourquoi? Voilà. Et l'humilité, c'est c'est de savoir demander pardon à ses enfants, ce que je fais à peu près 1 fois par mois. Hein. Parce que je me rends compte que, parce que ma souffrance de l'enfance, les multiples abandons et rejets dont j'ai souffert, etc., mais qu'est-ce que tu veux, ils reviennent. C'est un rouleau compresseur, ce truc-là. C'est pour ça que quand tu as décidé de travailler sur toi, c'est pas après, c'est fini les gars, je passe à autre chose. Non, c'est un vrai chemin. Mais qu'est-ce que c'est génial, quoi, de cheminer. Écoute. Essentiel. Essentiel. Tu entends tellement de choses quand tu écoutes les gens. Tellement de choses. Il faut laisser parler l'autre. Là, c'est parce que tu m'interviews que je prends la parole. Ouais. Mais il faut laisser parler l'autre. Ouais. Tout le temps. Moi, je fais tout le temps ça. HEC. Très bonne école. On était 20 dans la promo. J'ai eu des profs fantastiques. Et comme je te disais, j'ai conservé à peu près 15 à 20% de ce que j'ai appris là. Et je dois rendre à César ce qui appartient à César. C'est que j'avais un grand prof, le fondateur de ce cursus, qui, apparemment, mon mémoire de fin d'année lui avait beaucoup plu. Il avait appris que j'avais écrit des polars, qui avaient été primés. Et il m'a dit, mais pourquoi t'écris pas un livre sur le développement personnel? J'y aurais jamais pensé. Et j'ai écrit, vous êtes 10 fois plus intelligent que vous l'imaginez, et ça a été un carton. Ce qui fait que j'en suis maintenant à mon 3e livre, là, dont tu me fais l'honneur de vanter les mérites, sur des exercices d'auto-coaching. Et j'en prépare un 4e et un 5e, parce que je veux partager. Tu sais, je gagne 1 euro par livre vendu, donc c'est pas ça qui va me... Tu vois, même si on vend 10 000 avec les impôts, c'est pas... Mais j'aime avoir des gens comme toi qui vont m'appeler, ou des coachés qui vont dire « Wow, on a entendu parler de vous, on aimerait bien que vous nous preniez en main, ou au contraire, vous pouvez nous dire, nous préciser un peu plus cette valeur-là, etc., etc. » Je suis un passeur, si tu veux. Voilà, mais qui dit des conneries aussi parfois, c'est humain, qui est humain, qui a pas moi, j'ai pas le sentiment de te dire la vérité. J'ai pas le sentiment de te dire je suis le meilleur coach du monde, mais je suis un vrai coach. Intuition. Fantastique, intuitio. Ce qui vient de l'intérieur et qui sort de l'extérieur. Ce qui vient de nos, grosso modo, 25% de subconscient. Faut faire attention avec l'intuition. C'est comme une drogue, l'intuition, tu sais. Enfin, moi, je me suis jamais drogué, mais
J'ai l'impression que tu peux être addicted. Donc tu as les gens qui viennent voir en disant « Christophe, moi je suis le roi de l'intuition. » Ah bon? Ok. Je leur fais faire un petit exercice très simple. Je leur dis, vous allez noter, là, jusqu'à notre prochaine séance de 15 jours, toutes les intuitions que vous avez. Sur le beau temps, le mauvais temps, sur la coiffure que va avoir la femme qui va vous précéder chez la boulangerie, ou etc. N'importe quoi. Toutes les intuitions que vous allez avoir. Et au bout de 15 jours, on va regarder celles qui ont fonctionné. Ouais, t'en as 5 à 10% qui fonctionnent. Mais le mauvais ego ne veut pas l'admettre. En fait, il faut être aligné. L'intuition vient du cerveau reptilien, okay, de l'instinct. Mais on a également, grosso modo, le néocortex pour tout ce qu'on va appeler mental. Et puis on a le limbique pour tout ce qui est émotionnel, sachant que le limbique, il est essentiellement dans le corps. Et en fait, il faut être aligné avec les trois. Il faut prendre une décision en étant aligné avec les trois. Et pas que simplement que l'intuition. Alors parfois, ça sauve. Parfois, ça te permet d'aller plus vite. Mais ça te donne quand même un sentiment de toute puissance, cette histoire. Donc il faut faire attention. Développement personnel. Je ne comprends pas que les gens là, comme toi, etc., aient survécu aux mammouths, aux glaciations, aux cannibales, aux virus de toutes sortes, aux lions, aux criminels, aux guerres, et qui soient là, au XXIe siècle, avec 100 milliards de neurones, et qui ne cherchent pas à comprendre pourquoi ils sont réellement sur cette terre. Pourquoi ils sont réellement faits. Je ne comprends pas ces moutons de Panurge. Heureusement, quelques personnes se disent ben, on va essayer de se challenger un peu, on va essayer de se remettre en question. Ou comme tu l'as fait, bah à un moment donné, j'arrête ça, je réessaye ça, etc. Voilà, ça, c'est courageux. Ça, c'est entreprenant. Parce qu'en fait, il faut s'aimer, il faut se faire des bisous. La première question que je pose en coaching, c'est qui pour toi la personne la plus importante au monde? C'est ce qu'ils répondent les gens? Mon père, mon chien, mes parents, mes enfants. Mais non! Pour chacun d'entre nous, la personne la plus importante au monde, c'est chacun d'entre nous. Si je vais bien, tout le monde ira bien. Mais justement, ça me fait penser à ce qu'on dit lorsqu'on prend un avion et que le masque de respiration tombe lorsqu'il y a un problème. On dit déjà, vous commencez par respirer pour vous et après, vous faites pour votre enfant. Bien sûr, mais parce que, encore une fois, si tu dis c'est mon enfant le plus important ou ma maman, imagine, si maman meurt, donc ça veut dire que tu n'existes plus, puisque tu n'es pas la personne la plus importante. Alors les gens vont dire oh là là oui mais ça c'est de l'égoïsme, c'est égocentrique et tout. Non non non, c'est égocentré. Si je vais bien, tout le monde ira bien. Le mot de la fin, ça serait quoi? Le mot de la fin. Ah attends, après j'ai encore un dernier mot. Oui. Factory. Intelligence Factory. Intelligence Factory. Alors ça c'est mon c'est une de mes marottes, si tu veux, c'est que j'ai beau avoir appris de la vie et des écoles que j'ai pu faire, comme Agro, l'ESSEC, puis HEC, certaines choses, je trouve qu'il faut toujours, quand tu es un coach de vie, se mettre à la page et se cultiver, etc. Donc en fait, je lis énormément de choses provenant du CNRS, provenant d'Harvard, provenant de différentes universités dans le monde, sur les progrès que fait la science, sur des découvertes, tu vois, sur la motivation, sur la sociologie, etc. Et à chaque fois, j'essaye de faire des textes ou des interviews pour expliquer un peu ça. Donc en fait, c'est la fabrique des intelligences. Ce fameux concept des 10 intelligences, ça c'est le cœur du réacteur, et j'y associe tout un tas de satellites, voilà, sociologiques, sexuels, la destinée, la philosophie, tu vois, je suis en plein dans Spinoza en ce moment et dans Nietzsche, parce que, en fait, in fine, tout ça se réduit à comprendre quelle est sa propre philosophie de la vie. Et donc, le mot de la fin, quel serait le mot de la fin? Merde, c'est déjà fini. Voilà, c'est qu'on a bien papoté. En tout cas, je te remercie d'être passé sur Stay Tuned et je tiens aussi à préciser que tu as été hyper rapide pour m'envoyer le bouquin et on a programmé assez rapidement aussi l'interview. Donc, merci d'être passé sur Stay Tuned. Je vais te dire pourquoi j'ai répondu rapidement, parce que je suis très sensible à un point. Ah. La curiosité n'est pas un vilain défaut. Ah non. Il faut être curieux et tu es un homme curieux. Donc, tu as tout compris.
Bah, merci beaucoup. Et je te souhaite plein de bonnes choses avec ce livre et pour le reste. Je te dis à bientôt. Merci Olivier. Merci à toi.